Très bien. Mais écoutez, merci d'être venus en présentiel et nombreux en visio pour cette conférence de presse qui signe donc la fin de la commission d'enquête sur le contrôle des EHPAD, mais qui ne signe pas la fin du problème et la fin et qui va, comme l'a dit Michel Meunier tout à l'heure en question d'actualité au gouvernement, qui va nécessiter en effet que le gouvernement prenne à bras-le-corps ce sujet. Mais je vais passer d'ores et déjà la parole à nos deux rapporteurs. Et qui commence, Bernard? On ne s'est pas réparti la parole au niveau de la présentation. On va voir un peu. En tout cas, non, on va lire le texte qui résume un peu l'intervention que nous avons eue au niveau de la commission du Sénat. Et puis après, je crois qu'il y aura des questions auxquelles on pourra répondre. Et pour vous donner un peu le ton général, donc l'émotion légitime suscitée par la publication de l'ouvrage de Victor Castanet a conduit la commission des affaires sociales du Sénat à mettre en place une mission d'information qui a été dotée des pouvoirs de commission d'enquête. Cette commission d'enquête s'est inscrite dans le prolongement d'une analyse des politiques de soutien à l'autonomie que nous poursuivons depuis très longtemps. Vous savez que depuis très longtemps, on a fait beaucoup de textes avec Michel Meunier du reste et des rapports pour pousser vraiment le gouvernement à mettre en place une loi sur l'autonomie. Avant de vous présenter nos conclusions, il faut vous dire ce que le rapport n'est pas. Ce n'est pas un exercice d'EHPAD bashing, au contraire. Je crois qu'il fallait revaloriser surtout tout le travail qui a été fait par l'ensemble des personnels dans les établissements et surtout les mettre en difficulté, surtout dans la période actuelle. Et on voudrait les saluer, surtout saluer leur dévouement qui a été très important et les difficultés qu'ils ont pu avoir dans tous les EHPAD, du reste qu'ils soient publics, privés et privés commerciaux, toutes ces difficultés sont les mêmes dans les EHPAD privés commerciaux que dans les EHPAD publics. Je crois qu'il n'y a pas de différence, c'est des difficultés au niveau du nombre de personnes qui sont aujourd'hui très importantes. Ce n'est pas non plus une enquête sur la gestion des EHPAD hors PA. Ce volet est géré par le gouvernement qui a saisi le procureur de la République après la remise des conclusions du rapport IGAS-IGF. Nos travaux ont été consacrés à la question du contrôle et même au contrôle du contrôle. Et nous allons vous en présenter brièvement les principales conclusions. Vous dire d'abord que les autorités de contrôle ne remplissent pas leur mission, en tout cas pas suffisamment. Les contrôles existants ont été prioritairement axés sur la maltraitance. C'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Et il faut absolument que le contrôle et l'encadrement de l'activité des groupes multigestionnaires soient renforcés pour permettre une meilleure qualité de prise en charge des résidents. Il faut étendre aussi la campagne de contrôle annoncée par le gouvernement à tous les groupes privés lucratifs. On a vu que le gouvernement souhaitait mettre en place un contrôle des 7500 EHPAD dans les 2 ans. Ce n'est pas pour nous la priorité. La priorité, c'est surtout de contrôler sur le plan financier notamment tous les EHPAD privés lucratifs. Parce qu'on a parlé beaucoup d'Orpea, mais je crois qu'il y a beaucoup à voir aussi au niveau de tous les autres groupes privés lucratifs. Et que le système, qui n'est peut-être pas aussi organisé que celui d'Orpea, mérite quand même qu'on s'attarde assez longuement sur la façon dont ils procèdent dans la gestion des fonds publics qui leur sont dotés. Le rapport IGAS-IGF a montré l'importance de ces contrôles à un niveau agrégé sur un certain nombre de sujets, notamment les remises de fin d'année, la constitution d'excédents, les recrutements, les imputations budgétaires. Donc il n'est plus suffisant de contrôler les établissements, il faut donc surtout trouver le moyen de contrôler les groupes, ce qui n'était pas fait du tout jusqu'à aujourd'hui. Ce cadre général posé, on le complétera avec plusieurs mesures concrètes qui visent à mieux encadrer l'activité des groupes privés, par exemple avec un plafonnement des frais de siège et des excédents et une clarification des règles d'imputation budgétaire. Je disais aussi que la recherche de profit ne peut pas se faire au détriment des résidents. Le commercial et le social ne font pas toujours bon ménage et c'est un peu antinomique parfois de voir les deux travailler ensemble. Je vais laisser ma collègue peut-être continuer, puis on verra pour reprendre un peu sur le contrôle efficace. Un contrôle efficace nécessite également de renforcer la coordination des acteurs, encore trop hétérogènes selon les départements.
Nous proposons que la CNSA réunisse un comité d'animation des contrôles au niveau national qui réunira les administrations centrales concernées, les caisses de sécurité sociale, le défenseur des droits, l'ADF, afin de concevoir des orientations communes ou coordonnées et de donner des impulsions au réseau déconcentré. Ce comité d'animation doit être décliné au niveau départemental avec un représentant du conseil départemental. Le renforcement et la structuration des contrôles doivent aller de pair avec un renouvellement des pratiques en matière de pilotage stratégique et notamment sur la délivrance des autorisations, ce fameux droit d'opposition des autorités en cas de transfert, redevance, plafonnement de l'offre ou autres propositions, c'est dans notre rapport. À moyen terme, malgré tous les moyens engagés pour réussir le virage domiciliaire et le succès déjà engrangé en la matière, le besoin de place en EHPAD va continuer à s'accroître dans les années à venir. Il faudra ouvrir 56 000 places environ d'ici 2030 en EHPAD. Il est donc fondamental d'investir massivement dans la modernisation du bâti des EHPAD, surtout publics, dont le bâti est plus ancien, et de réfléchir aux moyens de leur donner pour faciliter le portage de leur immobilier, par exemple via la possibilité de s'appuyer sur des professionnels tels les offices publics d'HLM ou des foncières solidaires, pour les accompagner dans la gestion de ce patrimoine. Une réflexion doit en outre être ouverte sur la pertinence des dispositifs fiscaux visant à favoriser l'investissement privé dans le secteur et les rapporteurs nous interrogeons sur l'opportunité de restreindre très sérieusement les mécanismes de défiscalisation de l'investissement locatif en EHPAD. Ces remarques sur le pilotage de l'offre nous conduisent naturellement à évoquer les questions de gouvernance. L'association des usagers au fonctionnement des établissements médico-sociaux a longtemps été balbutiante. Avec le décret du 25 avril 2022, tout récemment, le gouvernement a apporté d'opportunes précisions. Ces clarifications sont bienvenues, mais elles ne lèvent pas tous les obstacles à la bonne marche de ces organes de représentation et de concertation. La présence d'associations agréées devrait être envisagée sur le modèle des associations d'usagers dans le secteur sanitaire, par exemple. Nous rejoignons nos collègues de l'Assemblée nationale sur la nécessité de créer un Conseil national consultatif des personnes âgées sur le modèle existant du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ce conseil favorisera l'expression des associations d'usagers. Avec la place des usagers, la question de la gouvernance est dominée par une autre problématique, celle de la simplification du pilotage territorial. Alors oui, vous savez qu'aujourd'hui, dans le pilotage qui est mis en place au niveau des EHPAD, on a trois tarifs. Il y a le tarif de la médicalisation qui est mis en place par les ARS, le tarif de la dépendance qui est mis en place par les départements et le tarif de l'hébergement qui est mis en place soit par les départements dans le cas des établissements publics ou privés associatifs qui ont eu ce qu'on appelle l'habilitation à l'aide sociale, soit par les privés lorsque c'est du privé commercial. Or, il faut absolument simplifier, et nous pensons que les structures habilitées à recevoir des personnes dépendantes demandent à ce qu'il y ait une simplification de ces règles et qu'on puisse n'avoir qu'un financeur, un seul financeur, pour au moins ce qui concerne la dépendance et le soin. Donc on propose effectivement que les départements puissent avoir cette compétence dans la mesure où l'intérêt, c'est de mettre en place un parcours de soins, un parcours de vie des personnes âgées et qu'on puisse traiter à la fois le domicile, les résidences intermédiaires et les structures type EHPAD. Donc on propose que une organisation soit mise en place pour qu'il y ait un seul tarificateur. Quant à l'hébergement, il faut qu'on puisse le contrôler, c'est les propositions que nous avons faites dans le rapport. Il faut absolument que ce que l'on appelait aujourd'hui le secret des affaires soit levé pour tout ce qui concerne les résidents dans les établissements médico-sociaux. Il ne faut pas qu'on nous oppose ce secret des affaires pour ne pas connaître et que les résidents ne puissent pas s'interroger sur ce qui leur est offert dans le problème de l'hébergement et de la restauration.
Donc ça, on demande aussi qu'il y ait une clarification et qu'on puisse le contrôler au niveau de ceux qui seront appelés justement à mettre en place les contrôles des établissements. Il faut aussi... Alors, justement, vous avez tous tout entendu parler de la mission de Dominique Libault qui avait préconisé beaucoup de choses dans la mise en place d'une loi grand âge. Dominique Libault a refait un rapport récemment pour justement proposer la mise en place d'un comité territorial pour l'autonomie qui permettrait justement de mettre en place tous les acteurs, à la fois pour organiser la prise en charge des personnes en perte d'autonomie et surtout pour clarifier cette tarification des différents secteurs soins et dépendance. Le pilotage par la qualité nous semble aussi très important, et ça, le pilotage par la qualité, il est dans tous les établissements. Alors, on a remarqué que tous les établissements, je l'ai dit au départ, sont en difficulté par manque de personnel, parce que tous les établissements ont des difficultés dans l'attractivité des métiers. Tous les établissements ont un manque de personnel évident parce que comme à l'inverse de beaucoup d'autres pays, on manque de personnel dans des établissements pour s'occuper des personnes en perte d'autonomie. Il faut donc qu'une loi grand âge permette justement de mettre les moyens suffisants pour que les établissements aient plus de personnel à disposition, mais il faut aussi qu'on puisse vérifier la qualité donc, dans tous les établissements, les 7500 établissements de France, et qu'on puisse contrôler en parallèle le financement des groupes privés lucratifs en particulier. La dernière proposition, donc elle n'étonnera personne, hein, je crois que, enfin avant la dernière proposition, on a parlé aussi de la maltraitance, il faut absolument que tous les cas de maltraitance soient traités un peu comme on a traité les maltraitances dans le cadre de la protection de l'enfance. Il faut que tout soit centralisé à un endroit, mais qu'il y ait une réponse apportée à ceux qui ont signalé les cas de maltraitance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis la dernière proposition, ben, c'est celle dont on parle depuis longtemps et dont Michel Meunier a posé tout à l'heure la première question d'actualité du gouvernement au nouveau ministre de l'Autonomie. Quand mettrez-vous en place la loi sur l'autonomie qu'on attend tous? On sait tous ce qu'il faut faire, mais par contre, on veut que les moyens soient mis en face des propositions qui ont été faites par les uns et les autres. Voilà ce qu'on souhaitait dire, mais bon, il y a tout le rapport, effectivement, qui a été long. On a interrogé énormément de personnes, on a rencontré beaucoup de monde, mais ce qu'on voulait dire aussi avec Michel Meunier, c'est qu'on remercie quand même Victor Castanet et on remercie l'infirmier qui a été à l'origine un peu de cette dénonciation. Il y a eu des exagérations considérables, des détournements d'argent public. Il faut absolument qu'on arrête le système qui a été mis en place, qu'on trouve les moyens de le contrôler, et il faut que ce qui s'est passé, qui n'était pas connu en tout cas des différents services, que ce soit ARS ou département, eh bien qu'on puisse les contrôler, les surveiller et les empêcher de faire ce qu'ils ont fait. Voilà, merci. Donc nous allons pouvoir répondre à vos questions. Qui souhaite commencer? Des questions en visio? Des questions en visio? Vous levez la main. Alors, allez-y, vous vous présentez, vous posez votre question. Solène Poulenec aux Échos. Je voudrais revenir sur en fait, ce que vous voulez comme type de contrôle, parce qu'il peut y avoir plein d'axes de contrôle différents. Donc, est-ce que vous pourriez nous détailler ceux qui vous paraissent prioritaires? Alors, dans le rapport, il est dit que ce qui a manqué beaucoup, c'est l'organisation des contrôles. Il y a des contrôles qui ont été mis en place, mais par différentes, qui étaient en silo. Et il y a différents organismes d'État, voire départementaux aussi, qui contrôlaient, mais de manière indépendante et sans aucune coordination. Donc ce que l'on veut mettre en place, c'est une coordination autour enfin, avec ces contrôles, et que tous ceux qui seront appelés à intervenir dans les établissements puissent absolument se rencontrer et permettre aussi de comparer un peu les difficultés que les uns et les autres peuvent avoir. On souhaite aussi que les contrôles au niveau financier, qui n'était pas fait aujourd'hui, soit beaucoup plus précis. Aujourd'hui, ce qui a été mis en place par Orpea et peut-être par d'autres, on le verra après, c'est une centralisation excessive
de tous tout leur système. Les directeurs locaux n'avaient aucune autonomie, et tout remontait au niveau régional, voire au niveau national, et personne ne contrôlait le niveau national. Et les flux financiers qui intervenaient entre l'argent public et l'argent des résidents étaient totalement opaques. Et ils ont organisé ce système. Alors, bien sûr, ils disent on n'a pas organisé la maltraitance, mais en organisant ce système de détournement d'argent public, ça a entraîné une maltraitance au niveau des résidents. Donc, il faut absolument qu'on puisse contrôler les groupes au siège, au niveau du siège et non plus au niveau de chaque établissement. Et pour compléter ce que vient de dire Bernard Bonne, le contrôle, il est vraiment très pauvre. Et ce n'est pas trahir ni juger de la qualité de ceux qui contrôlent, hein, c'est simplement l'absence de moyens. Les ARS ont perdu à peu près 10% ou 15% de leurs effectifs dans ces 10 dernières années. La fonction de contrôle n'était pas une priorité, il faut le dire. Quand on auditionnait des responsables, des directrices ou directeurs d'EHPAD, ils avaient peu d'exemples de contrôle. Peut-être, on disait en moyenne 1 tous les 20 ans, voire 30 ans. Enfin, vous voyez, c'est à ce niveau-là. Donc, remettre du contrôle, c'est pas un vain mot, mais c'est vraiment une action qui est indispensable dans toute politique publique et qui n'a pas lieu. Et donc, voilà, c'est simplement ce besoin important d'encadrer, de contrôler et ensuite de sanctionner, parce que ça aussi, ça fera partie des recommandations. Quand il y a constat de déviance, de dévoiement, de dysfonctionnement, il faut qu'il y ait à la clé une sanction, ce qui n'existe pas forcément aujourd'hui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il y avait peut-être Béji, Béatrice Jérôme, peut-être. Oui, bonjour. J'essaie de faire fonctionner la caméra, mais je ne suis pas sûre d'y être arrivée. Excusez-moi. Je voudrais vous demander si vous pourriez clarifier, je n'ai pas encore lu le rapport, si vous le faites, pardon de vous faire répéter, clarifier exactement la portée des contrôles. Est-ce que les contrôles, aujourd'hui, des ARS portent sur les flux financiers des établissements? Vous parlez du contrôle au niveau du siège, ok, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous permettre d'y voir plus clair sur la nature des contrôles? Qu'est-ce que contrôlent les ARS? Est-ce qu'elles vont contrôler la fiabilité des comptes, les ERD, les EPRD? Est-ce qu'elles regardent si c'est raccord? Est-ce qu'elles regardent s'il y a des fraudes à l'argent public? Et puis, autre question. Attendez, on va d'abord répondre peut-être à cette question parce qu'elle est importante. Justement, c'est tout le problème. C'est que les ARS contrôlaient les EPRD et les ERRD, mais uniquement par rapport à des chiffres qui leur étaient donnés, sans les contrôler, sans aller plus avant dans ce qui était proposé par les structures. Or, au niveau régional et surtout au niveau national, parce qu'on parle des groupes, mais je parle du groupe au niveau national, à l'organisation nationale de tous les EHPAD, il y avait une opacité complète sur les flux financiers qui intervenaient entre les différents établissements. Donc aujourd'hui, on s'est aperçu que les ARS contrôlaient les établissements sur la qualité, ils donnaient des montants qui, alors ils vérifiaient si les montants étaient bien dépensés, ce qui était le cas en général, mais par contre, ils ne vérifiaient pas les flux qui intervenaient entre les établissements, voire entre les établissements et le groupe. Et c'est là où on s'est aperçu qu'aucun contrôle n'était effectué au niveau des groupes, au niveau du siège, et qu'il faut absolument pouvoir contrôler le siège, parce que c'est là où les manipulations financières ont été les plus importantes. Si on parle par exemple des RFA, les fameuses ristournes de fin d'année, qu'on appelle aussi comment ils les appellent maintenant, les prestations de services, bon, ce qui est un peu une fumisterie, mais les ristournes de fin d'année étaient données au niveau du siège. Elles n'étaient pas données au niveau des établissements. Donc c'est là tout le problème de cette connaissance du financement qui était au niveau de chaque établissement et qui remontait au siège et qu'on ne contrôlait pas. Pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est qu'un type de contrôle
peut et devra en enclencher un autre dans un autre domaine sur le même établissement. Je pense par exemple au contrôle du travail, droit du travail, et regarder les contrats, regarder les horaires, regarder le nombre, la qualité. De même, pareil pour le contrôle sur la répression des fraudes, voir la qualité, les facturations, enfin... Vous voyez, donc, parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que ce fonctionnement très individualisé, spécialiste dans son domaine, faisait qu'on ne parlait pas du reste. Or, c'est souvent des pratiques qui sont complexes, qui sont mêlées, qui sont dans un système. Non, et puis je crois aussi, surtout, les établissements, enfin les établissements, le groupe a réussi justement à faire profiter le siège de financement public en n'utilisant pas totalement les fonds publics pour ce pourquoi ils devaient être utilisés et en se servant de cet argent public pour financer de l'hébergement qui revenait après au niveau du groupe. J'essaye d'expliquer. L'ARS donne un montant pour les soins. Le département a un montant pour la dépendance. Ce montant correspond à des normes au niveau des équivalents temps plein des personnes qui y travaillent. Et puis, il y a un nombre de personnes qui travaillent aussi pour l'hébergement et la restauration. Or, il y avait une opacité totale entre le passage des uns vers les autres qui fait que beaucoup d'argent public servait en fait à payer du personnel pour l'hébergement et donc revenait dans les résultats du groupe. Et tout cet argent, cette récupération d'argent, ou même les excédents qui étaient mis en place par les groupes, par les sièges, ne revenaient jamais aux résidents. L'histoire des RFA dont on a parlé, les récits de fin d'année, normalement, ce que l'on souhaite, si vous arrivez en achetant un grand nombre de matériel, comme tous les commerciaux le font, à réduire le prix de 10, 20 ou 30%, il faut que le résident puisse en profiter, c'est de l'argent public. Or, eux, ils faisaient payer à l'établissement le prix fort, à 100%, et la ristourne de fin d'année, elle allait au siège et ne revenait pas du tout aux résidents. Et les prestations soi-disant de service n'étaient pas des prestations de service qui étaient réelles la plupart du temps, et donc ça servait plutôt à alimenter le compte des actionnaires plutôt que la qualité de vie des résidents. Alors, il y a d'autres questions, on va les prendre comme ça. Pardon ? Ah oui, vous aviez une deuxième question, allez-y. Oui, merci Madame Dorge. Il m'a semblé comprendre que vous proposiez une réforme de la gouvernance qui consisterait à, si j'ai bien compris, à ce que le département se substitue aujourd'hui aux ARS pour tarifer, pour fixer l'enveloppe qui sera donnée donc aux EHPAD pour financer le soin. Est-ce que j'ai bien compris ? Et c'est assez considérable comme réforme. Quel serait l'intérêt ? Aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans l'air du temps ce que vous proposez là. Hein. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Si vous nous connaissez bien, ce n'est pas le premier rapport que nous faisons, Bernard Bonne et moi, et on est un peu sur la même longueur d'onde là-dessus, c'est-à-dire que plus il y a de financeurs, et plus ça devient non seulement compliqué pour la gestion, mais ça devient, donc là on le voit, la possibilité aussi d'échapper à certaines règles et de passer dans les mailles du filet. Donc on est pour qu'un responsable d'EHPAD ait un seul interlocuteur, et que ce soit au niveau du département que ça se passe, puisque même si des grands groupes existent et que ça, on ne demande pas leur arrêt, c'est vraiment la proximité qui compte pour les familles, pour les personnes elles-mêmes, puisqu'on parle de plus en plus maintenant d'avancement dans l'âge et de parcours avec des possibilités de rentrer chez soi, rester chez soi, être hospitalisé un peu, être en établissement, enfin bref. Donc la proximité, c'est le département, mais les ARS, on reconnaît aussi que dans le domaine de la santé, c'est une organisation quand même qui est bon échelon, et on ne remet pas en cause le fonctionnement, mais sûrement une organisation qui soit plus responsabilisée dans le quotidien autour du département. Bernard, si tu veux.
l'idée de simplifier, c'est pas de supprimer l'ARS, c'est de supprimer les prérogatives de l'ARS. Mais ce que l'on souhaite, qui n'est pas écrit dans le texte, mais ce qu'on souhaite, c'est simplifier cette gouvernance, en tout cas, pour que le directeur, le responsable local d'un établissement n'ait qu'un seul interlocuteur. Et l'idée serait par exemple de dire, au niveau des ARS, on détermine pour chaque département un montant de soins à apporter, parce que le montant des soins il est à peu près équivalent pour tous les résidents dans tous les établissements, un montant de soins au niveau des départements, et que le responsable ARS territorial de chaque département travaille avec le président du département pour déterminer dans chaque établissement quel est le montant qu'il aurait attribué. Ça permettrait de simplifier, d'arrêter les complications entre ce qui relève du soin et de la dépendance, de mettre du personnel en place avec l'argent public, et après de contrôler ce qui relève de l'hébergement et de la restauration. C'est ça, c'est simplifier au maximum pour éviter toutes ces contraintes administratives, vous savez, qui fait que les personnes passent plus de temps dans leur bureau qu'auprès des résidents. Pardon, allez-y. Alors, vous présentez-vous. Mettez le micro, mettez un micro. Appuyez sur, voilà. Voilà. Anne Conin, journaliste indépendante. Oui, justement, là, le système de financement par le département, ça existe déjà au niveau de l'ASE. L'ASE est financée par le département, mais il y a des problèmes. Comment allez-vous faire pour avoir la certitude que le contrôle sera bien effectué ? Alors, c'est différent. Au niveau de l'ASE, tout est financé par le département et la participation de l'État n'est donnée au département, mais pas à chaque établissement. Alors, il y a des problèmes, comme partout. Dès qu'il y a du médico-social et des fonds publics, on peut dire qu'il y a toujours des problèmes. Mais dans les départements, il y a des attributions qui sont données à chaque établissement par un seul financeur. C'est-à-dire que les interlocuteurs n'ont qu'un seul financeur en face d'eux, c'est le département. Là, aujourd'hui, ils en ont deux, voire quelquefois un peu plus. Et ce qu'on voudrait simplifier, c'est justement cette, pas divergence, parce qu'il y a souvent un accord entre le service d'ARS et le département, mais qu'il n'y ait pas plusieurs dossiers à remplir, et pour l'ARS et pour le département. On remplit un dossier qui sert à tout le monde, et il y a un seul financeur qui leur attribue les fonds publics. L'ASE, c'est différent. L'ASE, il n'y a pas de participation de l'État au niveau de l'ASE, enfin pas directement. Voilà. Alors, il y avait une question de Madame Lebris, APM. Vous souhaitez la poser ou je la pose? Allez-y, oui. Bonjour. Donc je voulais savoir si vous pouviez nous préciser comment se déclinerait cette nouvelle mission confiée à la CNSA, et sur le plan des moyens, au-delà de la coordination, comment vous proposez de renforcer les moyens dévolus au contrôle, tant en matière de volume que de compétences, puisqu'effectivement les auditions montraient qu'il fallait des compétences budgétaires, financières, etc. Voilà, donc quelles sont vos positions, et est-ce que vous proposez aussi de réformer les inspections des ARS, enfin le rôle des inspections des ARS et la façon dont cette mission est organisée et financée? La CNSA aujourd'hui n'a pas un rôle de mission de contrôle. On voudrait simplement qu'elle organise au niveau national le contrôle qui pourrait être mis en place dans tous les départements. Mais ce n'est pas elle qui fera le contrôle, mais on voudrait qu'il y ait une organisation, que les choses soient claires au niveau de chaque ARS, chaque département, mais que ce contrôle soit fait et organisé par la CNSA, qui devrait prendre de plus en plus d'importance par rapport au secteur médico-social et notamment au secteur de l'autonomie, dans le cadre de la 5e branche qui a été créée. Et puis la CNSA permettrait aussi de contrôler, la CNSA aurait pour rôle de contrôler les groupes, ce qui aujourd'hui n'est pas fait et ne peut pas être fait par les ARS. Il y avait plusieurs possibilités. Soit une agence régionale de santé prendrait un groupe particulier privé, et notre ARS en prendrait un autre, mais le plus simple, c'est de confier à la CNSA le soin de contrôler les groupes, ou d'organiser en tout cas le contrôle des groupes, pour qu'ils puissent le faire en direct. Ce serait eux qui piloteraient ce contrôle au niveau des groupes, pour être sûrs et certains qu'il soit fait. En ce qui concerne, Madame, les ARS, quand vous regarderez de près les auditions qu'on a menées sur plusieurs agences régionales de santé, quand ils nous donnent les chiffres du corps des
contrôleurs. Et quand il ramène à l'action réellement dédiée au contrôle, c'est presque du simple au double, c'est-à-dire de mémoire, je ne sais quelle agence régionale de santé, je pense que c'est l'Île-de-France, peut nous annoncer plus de 200 contrôleurs, mais réellement 27 sur le contrôle dédié dans les EHPAD. Donc vous voyez, là on s'aperçoit et on constate bien, encore une fois, que le contrôle ne faisait pas partie des missions prioritaires des agences régionales de santé. D'accord. Alors justement, mais quelles sont vos propositions pour remédier à ce problème-là, au-delà de la coordination et des compétences de chacun? Les propositions que l'on fait, elles ont pour but d'être des mesures dans l'ensemble d'une loi qui traite du grand âge et de la perte d'autonomie. Et dans cette loi doivent figurer les moyens qui seront mis pour accueillir des personnes en EHPAD, par exemple. Et donc, avec ces moyens, il faudra déterminer le nombre de contrôles. Ça doit faire partie d'une action de prise en charge des personnes qui, pour l'instant, ne l'est pas. L'encadrement également et la sanction, comme je l'ai dit, c'est vraiment le triptyque d'une action comptable des deniers publics qui sont engagés pour la prise en charge. Le principe, on a surtout voulu mettre en avant que les contrôles ont été mal faits, que les contrôles n'ont pas été faits au niveau des groupes, qu'on a manqué complètement à la mission de contrôle de l'argent public dans les grands groupes et qu'il faut qu'il y ait une coordination. Cette coordination, elle doit être faite, alors organisée par la CNSA au niveau national pour les groupes et organisée au niveau territorial, au niveau départemental, en mettant tous les acteurs en place et en les faisant se rencontrer. Aujourd'hui, tout à l'heure, Michel Meunier l'a rappelé, il y a beaucoup de contrôles qui sont effectués dans les établissements, mais qui sont effectués indépendamment les uns des autres. Il n'y a pas de coordination. Donc au niveau départemental, cette coordination sera mise en place, mais en ce qui concerne les groupes, et notamment les groupes privés commerciaux, il faut que la CNSA organise le contrôle. Elle ne le fera pas elle-même, elle organisera le contrôle, alors soit avec les ARS, soit avec une ARS, soit avec plusieurs, mais il faut qu'elle organise le contrôle de ces groupes et qu'on puisse éviter les erreurs considérables qui ont été faites jusqu'à maintenant. D'accord. Et au niveau territorial, la coordination sera assurée par les ARS? Non. Au niveau territorial, la proposition du rapport Libaud qui vient de sortir du 22 mars, justement, confierait au niveau du président du département la présidence de ce comité d'organisation, comité de contrôle, mais qui serait coprésidé par le représentant territorial de l'ARS. On est très proche de sa proposition qui s'appelle conférence territoriale pour les personnes âgées. C'est une recommandation, une proposition que nous avons fait nôtre. Oui, il appelle ça la COTEA, donc on parlera plutôt de la COTEA dans quelques temps, coordination territoriale pour l'autonomie, donc qui permettra justement localement de coordonner intelligemment les contrôles. Parce que, comme on l'a dit, moi je le répète, le gouvernement a parlé pour se rattraper, j'allais dire, des 7500 contrôles dans les 2 ans. On pense que c'est excessif, que les contrôles, on n'a pas besoin d'aller embêter tous les directeurs de France et de Navarre qui font bien leur boulot, mais qui manquent surtout de moyens. Mais on a surtout besoin de contrôler les endroits où il y a de la maltraitance, quand elle est signalée, et les endroits où justement il y a de l'argent public qui est donné sans qu'il y ait eu des contrôles suffisants jusqu'à maintenant. Et tous les groupes privés commerciaux. Je crois que c'est ça l'important demain, c'est de contrôler ce qui n'a pas été contrôlé aujourd'hui et puis de faire une loi grand âge qui permettra aux directeurs d'avoir un peu plus de moyens pour justement éviter toute maltraitance. Oui. Une question d'Hélène Chevalier pour France Inter. Oui. Hélène Chevalier. Qui vous interrogez Il sur faudrait le appuyer. Nombre de contrôles au niveau national. Appuyez sur votre micro pour parler, peut-être. Vous nous entendez ou pas? Pardon? Elle n'a pas le micro. Donc voilà, donc elle vous interroge sur le nombre de contrôles.
Elle demande le nombre de contrôles au niveau national. Le nombre de contrôles qu'on organiserait au niveau national. Il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre précis. Je crois qu'il faut contrôler très fortement et régulièrement tous les groupes privés commerciaux au niveau du siège, comme on l'a dit, et les établissements de façon aléatoire, comme on le faisait plus fréquemment qu'on ne le fait aujourd'hui, et surtout dès qu'il y a des cas de maltraitance, dès qu'il y a des cas de difficultés dans un établissement, il faut aller le contrôler. Et il faut garder aussi les contrôles inopinés qui sont importants. Je crois que les contrôles inopinés coordonnés doivent être mis en place plus régulièrement, mais organisés par département, avec bien sûr le délégué territorial de l'ARS. Il faut que ce soit organisé au niveau départemental. Il y a d'autres questions? Oui, vous vouliez poser une question? Oui, c'était sur l'autorisation, la délivrance d'autorisation. Ah, très important. Qui était un point du livre. On s'est aperçu qu'il y avait énormément d'autorisations ou de transferts qui avaient été faits un peu rapidement, sans véritablement une étude approfondie, et que les groupes privés commerciaux n'ont pas eu beaucoup de création ex nihilo de places. Par contre, ils ont eu une augmentation du nombre de places très importante ces 10 dernières années parce qu'ils ont racheté des structures, et là, il faut absolument qu'on le contrôle. On voudrait contrôler, et on propose dans le rapport, dans les propositions, de ne plus autoriser systématiquement les transferts, de les contrôler beaucoup plus. On demande aussi de ne pas dépasser un certain pourcentage par rapport à ce qui est existant de structures privées commerciales. Et donc tout ça, c'est à chiffrer. On ne l'a pas chiffré, mais on dit qu'il faut absolument qu'on limite l'expansion de ces structures privées commerciales. Parce qu'il est souhaitable que le public puisse prendre toute sa place et garder toute sa place. On pense aussi que le public a été gêné et n'a pas pu répondre à des projets parce qu'il avait des difficultés sur le plan immobilier. Donc il faut donner plus de moyens au niveau du public pour que la partie immobilière ne soit pas un obstacle. Et il ne faut pas que les groupes privés, avec les difficultés qu'on a eues et les difficultés qu'on a eues et les difficultés du contrôle puissent perdurer ou recommencer. Et puis surtout, il faut le dire, est-ce que vous avez vu la différence de prix entre les structures privées commerciales, les structures publiques? C'est énorme. Donc il faut qu'on essaie d'atténuer au maximum cette différence de prix qui est considérable. Quand des structures privées commerciales voudront faire de la très bonne qualité au niveau des personnes, offriront des prestations hôtelières qui soient supérieures aux autres, pourquoi pas? Il faut les contrôler, mais pourquoi pas? Par contre, il faut essayer de développer au maximum les structures publiques dont le prix pour les résidents est acceptable pour les retraités que nous avons aujourd'hui en France. La logique financière des groupes dont voilà, l'objectif c'est de faire de l'argent n'a d'obsession que d'être rentable. Et donc le taux d'occupation est leur boussole. Donc on arrive parfois à avoir des taux d'occupation qui sont plus de 100%. Quand on connaît le monde du médico-social et des EHPAD en particulier, on sait que 100%, c'est quasiment impossible, puisque de manière très pragmatique, quand il y a le départ d'une personne âgée, que ce soit par décès ou par hospitalisation, ce n'est pas le lendemain que sa chambre est occupée. Donc, il y a toujours un battement qui est plus ou moins occupé. Or là, au niveau des groupes, dans les auditions qu'on a pu, les témoignages qu'on a pu entendre, ce n'est pas entendable et il faut que ce soit 100% d'occupation. Donc, que font ces gestionnaires? Soit ils rajoutent des lits, ou voilà, ils font de la place. On a eu des exemples de tisaneries qui ont été transformées en chambres. Enfin bon, on dit c'est pas le modèle d'établissement qu'on souhaite pour nos aînés. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de bientraitance, d'accompagnement de la personne âgée et de faire en sorte qu'elle vive au mieux ses vieux jours, comme on dit. Or là, on est dans une logique de ne pas perdre d'argent ou au contraire faire gagner de l'argent pour ses actionnaires quand le groupe est coté en bourse, comme il en existe et comme c'est le cas pour Orpea. Donc c'est deux logiques qui sont en tout cas contradictoires
Et l'éthique nous demande de reparler de la prise en charge des personnes âgées de manière digne, et non pas comptable et financière. S'il vous plaît. Si une famille veut signaler un cas de maltraitance, à qui doit-elle s'adresser? Au département, au responsable territorial de l'ARS, à qui? Alors l'idée, c'est de mettre un numéro unique. Oui. Et qu'il n'y ait pas. Aujourd'hui, il y a trois façons de signaler les maltraitances. Et il faut qu'il n'y en ait qu'une seule et qu'on puisse s'adresser directement, alors soit au département, on ne l'a pas précisé, mais il faut qu'il y ait une structure unique qui puisse traiter tous les cas de maltraitance. Et ce qui est important surtout, c'est que dès qu'il y a un cas de maltraitance, on s'en occupe. C'est pour ça on pense qu'au niveau départemental, ça serait une bonne solution, mais qu'on s'en occupe, même si c'est au niveau national, mais que ça redescende au niveau départemental, et surtout qu'il y ait une réponse apportée à celui qui a signalé la maltraitance. Quand on a fait la loi sur la protection de l'enfance, on a justement mis ça en place. L'obligation, lorsqu'il y avait un signalement de maltraitance, de donner une réponse à celui qui avait signalé la maltraitance, et comme je dis, oui, on s'en est occupé, oui, on a traité, ou alors pas lui donner la solution qui a été trouvée, mais dire oui, on s'en est occupé à tel moment, et voilà, alors qu'aujourd'hui, ça n'est pas fait. Et puis, il faut aussi que les cas de maltraitance soient vraiment signalés. Parce qu'on s'est aperçu aussi que dans les groupes privés, notamment Orpea, eh bien, il y avait des cas de maltraitance qui étaient traités plus ou moins selon les cas, et que c'était un peu en fonction du bon vouloir du directeur régional, voire national, qu'on décidait si oui ou non tel cas était traité. C'est inadmissible. Sur faire payer une redevance... Alors, c'est une idée aussi. C'est une idée. C'est pas la plus importante. C'est pas la plus importante, mais c'est de dire effectivement, certains ont proposé qu'il y ait une redevance qui soit versée à partir du moment où c'est un organisme commercial qui est à but lucratif. Il n'y a pas de raison. On lui donne une possibilité d'avoir des revenus. Il n'y a pas de raison qu'il ne paye pas une redevance, alors une redevance au départ, hein, une seule fois au moment de la création, mais de payer une redevance. On l'a mis en place parce que c'était souhaité par beaucoup d'acteurs. C'est pas la partie la plus importante du rapport, c'est pas l'obligation qu'on aura absolument, mais je pense qu'il faut réfléchir à cette possibilité et qu'elle pourrait quand même permettre, par exemple, de faciliter, par le paiement d'une redevance, le paiement de l'immobilier pour des établissements publics, par exemple. Question de Ouest France. C'est quoi? Juste si vous permettez, sur les transferts, oui. Mais qui serait amené à décider sur ces transferts d'établissements? Alors, pour cette idée, on est parti du constat que parfois un président de département découvre que l'EHPAD a changé de gestionnaire et que c'est plus l'association Intel, mais une autre association ou un groupe qui gère l'EHPAD. Et donc ça, sans passer par la case départ de tout projet de création. Donc là, il y a une anomalie qui fait dire que si on change, s'il y a rachat, s'il y a transfert d'exploitation, comme on dit, il faut redemander à l'ARS l'accréditation et l'autorisation d'exercer. Alors, vous demandez qui si on met en place ce comité territorial de l'autonomie, ça serait ce comité territorial qui déciderait au niveau départemental. Ce comité départemental, je le répète, présidé par le président du département et avec un vice-président qui est le délégué ARS territorial. Mais ce serait eux qui décident. Pardon, Alors, la coordination des contrôles, mais ce n'est pas obligatoirement eux qui feraient les contrôles. Je crois justement que souvent le problème et que le tarificateur fait le contrôle en même temps. Il vaudrait peut-être mieux que ce soit un autre organisme qui contrôle, mais que l'organisation du contrôle soit faite au niveau de ce comité territorial. Ça, on ne l'a pas précisé, parce que je crois que c'est à mettre en place après. Il faut absolument que ce contrôle soit fait, soit organisé sur le plan territorial, sur le plan départemental, qu'il soit coordonné, mais après la mise en place de ceux qui feront le contrôle, à mon avis, c'est plutôt ceux de l'ARS. Les gens de l'ARS. Avec la Cour des comptes, la Chambre générale des comptes a proposé effectivement sur le plan financier de s'en occuper beaucoup plus. Je crois que ça sera important aussi, parce qu'ils ont des moyens qui sont considérables. On l'a vu dans la mission IGAS-IGF. Ils ont, en 2 mois,
fait un travail extraordinaire partout en France pour contrôler, et ils ont vu tout ce qui clochait, et ils ont confirmé tout ce que le livre de Victor Castanet, ou à 90% au moins, tout ce que Victor Castanet avait annoncé dans son livre. Et l'audit interne qui a été mis en place par Orpea lui-même, audit interne tout à fait indépendant, confirme aussi tout ce qui a été dit pratiquement dans le rapport IGAS-IGF. Donc, si vous voulez, quand on voit et quand on entend et qu'on lit ça, on est peut-être que révolté. Voilà. Ah oui, alors, oui. Céline Bardi. Est-ce que vous pouvez mettre votre micro? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, vous avez évoqué... Quel journal West France, pardon. Je vous avais évoqué la nécessité des moyens à mettre dans la loi, à inscrire dans la loi pour permettre toutes les préconisations que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous les avez chiffrés, ces moyens? Combien il faudrait pour des contrôles Alors, il y a deux sortes de moyens. Il y a les moyens de contrôle et puis les moyens pour les EHPAD. Dans le cas de la loi Grand Âge, c'est différent. C'est de l'ordre de 8 à 10 milliards pour la loi Grand Âge. Et c'est au niveau des contrôles, on n'a pas chiffré du tout. Je crois qu'il faut augmenter le nombre de personnes dans chaque ARS pour contrôler. Il faut que des personnes soient affectées, alors peut-être pas uniquement au contrôle des établissements médico-sociaux, mais en tout cas qu'il y ait plus de personnes qui puissent s'en occuper. Mais on n'a pas chiffré parce qu'on ne se rend pas compte du temps qu'il faut passer dans chaque établissement. Mais en tout cas, il faut les renforcer parce que tous les inspecteurs, les corps d'inspecteurs, pharmaciens, médecins et corps d'inspecteurs nous ont dit que depuis plusieurs années, il y avait une diminution du nombre, une insuffisance en tout cas de recrutement et qu'il faut absolument pallier cette difficulté. Notre rapport est donc vraiment sur le contrôle du contrôle. Donc on a développé plusieurs éléments dans ce sens. Vous savez, le gouvernement, il dispose d'une petite quinzaine de rapports sur les EHPAD, les métiers du grand âge, vieillir à domicile, et que sais-je encore, donc, et y compris le financement. Et ça, cette somme là dont vient de parler Bernard Bonne, estimée à autour de 10 milliards d'euros annuels, ça, le gouvernement le sait aussi. C'est des chiffres qui circulent à la fois des associations, du CNSA lui-même aussi. Mais sur le contrôle, sur les moyens à mettre en place dans le contrôle, on n'a pas chiffré. Il faut un nombre de postes que je n'arrive pas à estimer par ARS en fonction des établissements. Mais pour arriver à faire normalement les contrôles des établissements, comme on l'a dit tout à l'heure, de façon inopinée ou de façon coordonnée en tout cas, et puis sur le plan national, de l'organiser notamment avec la Cour des comptes qu'il a proposé, et puis d'autres organismes, et puis comme l'IGAS et l'IGF l'a fait pour ces groupes. Je pense qu'ils ont fait un travail, on leur demande de le refaire pour tous les groupes privés commerciaux dans les 2 ans, ce qui nous semble beaucoup plus important que de contrôler les 7500 établissements systématiquement, qu'ils le fassent concrètement et complètement, et qu'on puisse aussi parler des autres groupes que uniquement d'Orpea. Alors, oui, il y avait une question aussi, le pilotage par la qualité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est très important. Beaucoup d'acteurs demandent à ce que le pilotage soit mis en place par la qualité. La HAS a mis en place un référentiel, alors qui est un petit peu lourd, qui est un petit peu peut-être difficile à mettre en place dans tous les établissements, mais qui permettrait quand même de mettre en place certaines obligations pour chaque établissement par rapport à chaque résident. Il faut absolument qu'on puisse contrôler la qualité qui est apportée au niveau de chaque résident en fonction de l'état dans lequel il est. Aujourd'hui, on connaît les besoins des personnes, mais on n'apporte pas les moyens qu'il faut pour y répondre. Et je crois que quand on aura effectivement établi ce référentiel de qualité, quand on l'aura mis en place dans les établissements, on s'apercevra encore plus qu'il faut plus de moyens, plus de personnel. Mais ce référentiel, il existe depuis quelques mois, il a été mis en place, je crois, par la HAS en janvier ou février, et il permettra justement d'avoir ce contrôle par la qualité de tous les établissements. Madame Béatrice Jérôme, vous avez une autre question?
Bah, j'en aurais beaucoup, donc... non, mais... Je ne sais pas, est-ce que vous avez découvert des choses pendant votre mission sur Orpea, vous vouliez avoir des informations sur la collusion éventuelle entre certains membres, ex-membres salariés du groupe Orpea, les ARS. Voilà, est-ce que, comme vous étiez une mission d'enquête, vous avez découvert, vous avez mis le doigt sur des éléments inconnus? Non, des éléments inconnus, pas vraiment, puisque la plupart étaient révélés dans le livre de Victor Cassanet. On voulait surtout la confirmation de ce qui avait été annoncé, qu'on a eu à peu près dans la plupart des cas. Je crois qu'il y avait vraiment une volonté de faire du profit avant tout. Tout était organisé pour qu'on fasse... qu'on rentabilise au maximum tout l'argent qui était apporté, et il y a eu des détournements qui sont certainement scandaleux, mais je crois qu'aujourd'hui il y a une plainte au niveau du procureur qui va permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'enquête, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à vérifier, notamment dans des structures à l'étranger, dans les problèmes de restauration ou autres, que nous on n'a pas eu à contrôler parce que c'était pas notre rôle, mais qu'il sera intéressant de voir au niveau de la justice. Si vous voulez, pour vous répondre, madame, moi je veux dire que je n'ai pas découvert, mais j'ai été vraiment très choquée de l'ampleur et de la systématisation des pratiques. Je m'explique. Je ne savais pas qu'on était capable de diminuer un grammage de viande, par exemple, ou de diminuer des proportions pour faire des économies et les placer ensuite en produits financiers. J'ai entendu une directrice d'EHPAD témoigner qu'elle avait été sanctionnée parce qu'elle avait dépassé de 500 € annuels un budget alimentaire en achetant du fromage blanc supplémentaire. On lui a dit, madame, prenez des compléments alimentaires et mettez-le sur la rubrique santé, c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc voyez-vous ce genre d'exemple, j'allais dire anecdote, mais ce n'est pas une anecdote, c'est un exemple qui est terrible, qui est indigne et qui est inacceptable et qui ne doit pas perdurer. Donc les contrôles de ce qui est financé par la sécurité sociale, il faut trouver les moyens pour bien les attribuer là où ils doivent aller, c'est-à-dire sur le bien-être et le suivi de la personne âgée en EHPAD. Julien Moschetti a une question. C'est le quotidien du médecin. Oui, bonjour. Oui. Je voulais simplement savoir quelles sanctions vous préconisez, jusqu'où ça peut aller finalement. Alors, la sanction, si vous voulez, la sanction, justement, on en a parlé, il ne faut pas que la sanction, au niveau d'un établissement, alors je ne parle pas des établissements commerciaux différemment des autres, il ne faut pas qu'elle soit au détriment des résidents. Et je crois que c'est une des choses les plus importantes. Par contre, la sanction, à partir du moment où il y a des profits sur un établissement commercial, donc à but lucratif, il faut là qu'on puisse mettre une sanction au niveau du siège. Le montant, je ne peux pas l'évaluer comme ça. Je crois que c'est plus peut-être des gens, des juristes de le fixer et de voir en fonction du profit qui a été fait ou de l'anomalie qui a été mise en place, de voir quel est le montant qui peut être récupéré. Par contre, la sanction aussi que je voudrais qu'on puisse mettre en place beaucoup plus facilement, c'est la mise en place d'une... comment on appelle ça, oui, enfin une gradation, mais quand on enlève carrément, on s'occupe de la gestion à la place des autres, mise sous tutelle de l'établissement, ou voire suppression carrément de l'établissement dans certains cas. Mais je pense que la mise sous tutelle de l'établissement me paraît aussi une solution qu'on devrait mettre en place peut-être un petit peu plus souvent. Dans certains cas, bien sûr. Le quotidien du médecin, pas d'autres questions ? Non. Si j'ai bien compris, ça irait jusqu'à retirer des autorisations, alors. C'est cela. D'accord, oui. Merci.
C'est déjà possible, mais on ne le fait pas assez souvent. Mais je crois que là, dans certains cas, il faudrait qu'on puisse le mettre plus facilement en place. Et ça aurait peut-être permis, si on avait connu toutes les dérives qui étaient dans certaines structures, notamment chez Orpea, ça aurait peut-être permis d'éviter qu'ils continuent à racheter des autorisations ou à faire des transferts entre d'autres établissements et eux. Ça aurait peut-être évité la progression importante qu'il y a eu ces dernières années. Merci. Et qu'en est-il du contrôle des prestataires? Parce que le livre montre... Alors, on a interrogé les prestataires, effectivement. On ne peut pas contrôler les prestataires. Je crois que les prestataires, c'est là où il y a une relation commerciale entre les acheteurs et les commerciaux, enfin les vendeurs, que les prix, il faut essayer justement de faire baisser les prix au maximum, mais dans l'intérêt des résidents. Nous, ce qu'on aurait voulu, si vous voulez, c'est que quand Hartmann ou Bastide ou n'importe font des prix importants, on a envie de leur dire, mais faites les prix à toutes les structures médico-sociales. Et que tous ces prix-là soient facturés en baisse au niveau d'établissement et non pas au niveau du siège. Alors, on nous dit, mais on ne sait jamais quel est le montant total à la fin d'année qui sera mis en place, et c'est pour ça qu'on mettait les RFA en œuvre. Mais c'est pas vrai, parce qu'ils savent exactement quel est le montant qu'ils vont pouvoir déduire chaque mois. Donc ils le savent, et c'est pas à la marge que la différence se fait. Donc on voudrait que tout le monde puisse profiter des remises, que les structures comme Bastide ou Hartmann, eh bien, ils fassent des réductions de prix, mais que tout bénéficie aux résidents. Si l'objectif, c'est de donner plus et de donner mieux en termes alimentaires à des personnes âgées, il n'y a pas de problème pour des ristournes. Voilà. Si c'est pareil pour des protections, si c'est voilà, il n'y a pas de problème. C'est bénéfice de qui, en fait? Si vous voulez, quand on est responsable d'une collectivité comme un département ou autre et qu'on s'occupe de la gestion de tous les collèges, par exemple au niveau de la restauration, on essaie d'avoir des prix pour certaines choses, mais ça bénéficie aux parents qui payent le repas. Ça ne doit pas bénéficier au département. Alors que eux, au niveau du siège, ils profitaient de ces réductions, non pas pour les résidents, mais pour s'en servir pour eux. Encore quelque chose qui est inacceptable. Tout était fait pour faire du profit, même les laboratoires d'analyse, tout était fait. Le coiffeur devait verser une redevance, tout le monde. En fin de compte, on œuvre pour que ce secteur, comme d'autres secteurs d'ailleurs, petite enfance par exemple, ne soient pas des cibles de marché financier, mais reste bien dans la valeur de l'accompagnement éthique dû à la personne accueillie. Alors, là où pour l'enfance, par exemple, et on en parlait tout à l'heure, c'est un peu différent, c'est que ce ne sont pas les enfants qui payent, ce ne sont pas les parents qui payent, c'est le département qui paye. Donc, à la limite, ils ne peuvent pas faire de profit. Du reste, il n'y a aucune structure commerciale, ou très peu, qui s'occupe de la protection de l'enfance. Très, très peu. Il y a des structures privées associatives, mais il n'y a pas de structure privée commerciale. Alors, il y en a, pas non plus beaucoup dans les personnes handicapées, mais il faudra peut-être aussi mettre des contrôles. Et il y en a, par contre, dans les structures d'accueil de la petite enfance. Les crèches, par exemple. Les micro-crèches, on a vu le scandale récent sur Lyon. Là aussi, il faudra peut-être activer des contrôles un peu plus que ceux qui existent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais ce qu'on voudrait surtout en conclusion, c'est vous dire que on est très satisfait en tout cas d'avoir pu travailler dans ce domaine. Malheureux de voir qu'on s'aperçoit que maintenant des dérives qu'on a eues dans ce secteur, stupéfait de voir que des personnes ont pu agir de la sorte depuis autant d'années et avec la seule volonté de faire du profit. Parce que quand on nous parle de volonté de qualité, d'accueillir et tout, on a du mal à y croire. Et par contre, cette volonté de faire du profit, elle nous paraît
scandaleuse. Je crois qu'on peut être un groupe privé commercial, s'occuper d'un hébergement de qualité, de restauration, en faisant, pourquoi pas, un peu de profit, mais il ne faut jamais que ce soit au détriment des résidents. Ça, c'est notre obligation, c'est l'obligation des collectivités, c'est l'obligation des élus, et c'est l'obligation des parlementaires que nous sommes, de contrôler. Merci pour votre attention, et puis donc bonne lecture du rapport, et nous serons à votre disposition après. Merci beaucoup.